Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette webconférence dédiée aux managers et aux acteurs RH, plus particulièrement sur le périmètre des Pays de la Loire. Donc, ce programme vous est présenté par la PFRH, la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, dans le cadre des rencontres de la mobilité et de l'emploi public de cette édition 2025. Donc, alors pour certains, vous avez peut-être déjà entendu cette présentation parce que je crois que certains d'entre vous sont des fidèles pour ce programme proposé cette année. Mais je vous rappelle cependant que les rencontres de la mobilité et de l'emploi public en Pays de la Loire, donc c'est un événement en 3 temps. Dans un premier temps, ce programme de webconférence qui vous est proposé qui vous était proposé la semaine dernière et cette semaine, donc, dont cette conférence constitue la 5e et dernière conférence. Dès vendredi, on vous propose un e-forum de la mobilité et de l'emploi public, donc le 14 mars, qui va réunir plus de 60 exposants, sur lequel on vous propose plus de 190 offres d'emploi et également un programme de webconférence, mais cette fois-ci plutôt à l'attention des candidats, des personnes qui sont dans une démarche de mobilité ou qui se posent des questions et souhaitent se renseigner sur les différents sujets liés à leur projet professionnel. Et évidemment, en tant qu'acteur RH ou en tant que manager, vous êtes les bienvenus et vous pouvez évidemment vous y inscrire. Et puis, le 3e temps de ces rencontres de la mobilité, c'est la quinzaine des rencontres locales du 17 au 28 mars, qui réunit cette année plus de 50 événements au cours desquels les services publics des 3 versants de la fonction publique vont ouvrir leurs portes et venir faire découvrir leur métier, leur mission, donc de manière complémentaire à ce qui vous est proposé lors du e-forum de vendredi. Donc l'ensemble de ces rencontres de la mobilité ont été évidemment imaginées pour répondre à cet enjeu fort en matière de promotion de l'emploi public et d'attractivité qui est un enjeu partagé par l'ensemble d'entre vous, j'en suis certaine. Donc, je ne vais pas revenir sur le programme de webconférence que pour certains, vous avez eu la chance de découvrir depuis une semaine. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour environ 1h30 pour vous présenter le kit du recruteur pour que vos recrutements ne soient plus un casse-tête. Et donc, cette dernière webconférence va s'organiser sous la forme d'une table ronde avec plusieurs intervenants que je vais vous présenter avant de leur céder la parole. Donc, au sein de la PFRH, Séverine Bienassi, qui est directrice de la PFRH, et Laure Caillé, qui est directrice adjointe. Et puis ensuite, on a la chance d'accueillir avec nous ce matin 3 témoins. Donc, Emeline Bonnereau, chef du bureau de la mobilité et du recrutement au SGCD de Loire-Atlantique. Maude Lechat, chef de service des missions transversales à la DDT, direction départementale et des territoires de la Mayenne. Et puis enfin, Cyril Menant, directeur du SGCD de la Sarthe. Pardon. Donc, merci d'avance à tous pour bien vouloir témoigner et présenter ce kit du recruteur. Donc, vous allez nous présenter des ressources qui vont permettre d'accompagner les services dans leur pratique de recrutement. Donc, dans un premier temps, peut-être Séverine, est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient ce kit et comment il a vu le jour ? Eh bien, on va aller dans le cœur du sujet tout de suite. En fait, pourquoi ce kit ? Eh bien, on va partir du macro vers le micro. Le contexte national, vous le connaissez tous et toutes. L'étude France Stratégie qui est sortie ces derniers mois nous le rappelle. On a une crise inédite et durable en matière d'attractivité de la fonction publique. Ça, les choses sont posées, avec en plus, vous le savez aussi, des départs à la retraite dans les 10 prochaines années qui vont s'intensifier. L'étude qu'on a menée en partenariat avec l'INSEE sur le territoire des Pays de la Loire le précise aussi, ou en tout cas le confirme. Et puis, face à cette crise qui est aujourd'hui constatée, on sait aussi que le post-Covid a amené des nouvelles attentes de la part des collaborateurs, avec notamment un équilibre vie privée, vie perso, et donc une place du télétravail dont on sait aujourd'hui qu'elle est importante,
encore ce matin une étude APEC qui rappelait en fait la place du télétravail pour les cadres sur l'emploi de manière générale. On a aussi tout un pan qui concerne en fait les éléments qui sont attendus par les nouveaux collaborateurs dans le monde du travail en matière de reconnaissance des missions, du sens du travail et des missions qui sont portées, de nécessité de co-construire et de partager avec un management et une hiérarchie qui soit un peu plus transversale. Et tout ça, toutes ces attentes, elles sont demandées, il est demandé qu'elles soient incarnées dans les modalités de management que les collaborateurs souhaitent trouver chez nous. Et puis, bien entendu, vous le savez tous et toutes, et il y avait encore une conférence hier sur le sujet, il y a cette image un peu écornée de la fonction publique, avec des préjugés qui perdurent, et puis surtout une méconnaissance manifeste des métiers et des missions qui y sont proposés. Donc finalement, dans ce contexte national, il y a 2 ans, la DGFP a décidé de proposer une stratégie nationale RH qui avait pour ambition de partir de ce constat et surtout d'y adjoindre aussi la question de la déconcentration RH, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, avec plus d'autonomie et de capacité au niveau local qui seraient données en matière de gestion et de recrutement notamment, et puis des nouvelles modalités de recrutement, avec un paysage qui a changé aussi. Alors, les études de la DGFP le montrent aussi. On sait qu'aujourd'hui, on a quand même 1/5 de nos agents qui sont des contractuels. Et avec l'ouverture de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, on sait aussi qu'aujourd'hui, sur tous nos postes, potentiellement, on peut recruter des contractuels. Alors évidemment, je mets la petite parenthèse qui va bien en fonction des contraintes ministérielles. Mais voilà, ça en tout cas, c'est le contexte national. Et donc, la DGFP a mandaté les PFRH, les plateformes d'appui à la gestion des ressources humaines au niveau des régions, pour mettre en œuvre des stratégies RH avec une volonté de les territorialiser, c'est-à-dire de prendre en compte les spécificités du territoire pour venir définir des actions qui leur seraient propres et qui viennent répondre à la fois au contexte national, mais aussi aux spécificités territoriales. Alors, pour pouvoir, au niveau des Pays de la Loire, travailler sur la création, en fait, de cette stratégie régionale, on a mis en place un comité des DRH de l'État qui a réuni l'ensemble des SG, des DRH, de tous les porteurs de la fonction support ressources humaines, au sein d'un grand comité des services de l'État déconcentré sur le territoire et qui a travaillé à l'écriture de cette stratégie territoriale que vous retrouvez sur le site internet de la préfecture sous un format un peu graphique qui vous permet un peu de regarder un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est assez large, il y a beaucoup d'ambition et l'idée, c'était de pointer sur 5 priorités qui avaient vocation à être les actions premières qu'on voulait conduire dans cette stratégie, avec une ambition, c'est que ce soit très opérationnel. Et ces 5 GT ont été choisis par les DRH. Le premier, c'était repenser la lisibilité et la visibilité des offres d'emploi. Le second, c'est qu'il est travaillé à une convergence des processus sur le périmètre administration territoriale de l'État, donc qu'on appellera ATE pour la suite de la séquence, c'est-à-dire les services qui sont sous l'autorité du préfet. Et donc, en fait, l'idée, c'était de travailler à la convergence des processus sur les contractuels. Le troisième groupe, c'était de travailler sur des parcours communs, professionnalisation des agents. Le quatrième, la volonté, c'était de travailler sur un vade-mecum simple, synthétique et simple du recruteur pour le professionnaliser. Et le cinquième, c'était de soigner le processus d'embarquement et de fidélisation pour nos nouveaux collaborateurs. Alors, les 5 GT ont travaillé pendant 1 an et demi avec la volonté, en mélangeant à la fois des DRH, mais aussi des agents dans les services, avec vraiment la volonté de produire des choses très concrètes. Et finalement, au bout de cette année et demie, on a remis ensemble un petit peu tout ce qui avait été produit, et ça a donné lieu à la création du kit du recruteur en Pays de la Loire. Alors, qui est un kit qui comprend un certain nombre d'outils qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et l'idée, en fait, vraiment première de cet outil, c'était de faciliter le travail du recruteur et de l'outiller dans un objectif de gain de temps et de qualification, de se qualifier par rapport au nouveau contexte que je viens d'évoquer.
Alors, l'idée maintenant, dans ce contexte-là, et vu ce qu'on a posé, c'est de vous présenter les outils et de voir avec nos collègues comment est-ce que eux-mêmes, ensuite, ont pu les déployer dans leur service et dans leur structure. Je démarre donc la présentation du premier outil. En fait, il s'agit, donc comme je disais tout à l'heure sur les 5JT, c'est le vademecum du recruteur. Alors, il y a un groupe de travail qui s'est vraiment penché sur l'idée que aujourd'hui, le contexte a beaucoup changé et on a l'impression que devenir recruteur, c'est hyper professionnalisant, c'est très technique, c'est très compliqué. Et on a voulu un petit peu déshabiller le préjugé en se disant oui, si on veut devenir un recruteur professionnel, mais si on est un recruteur qui recrute une fois tous les 2 ans, on peut avoir des outils simples et pratiques qui peuvent nous aider à construire ce recrutement. Et c'est pour ça que ce vademecum a été fait. Alors, ce vademecum, il fait 10 pages, donc c'est quand même assez lisible. 1 page par étape du recrutement. Et on a travaillé toutes les étapes du recrutement en essayant d'en sortir la substantifique moelle, le nécessaire, vraiment le minimum, avec des messages clairs et simples pour le recruteur. Et en annexe de ce vademecum, évidemment, on retrouve tous les outils importants vers lesquels on peut renvoyer le recruteur s'il souhaite aller plus loin sur une des parties ou s'il souhaite se professionnaliser. Typiquement, en annexe, on va retrouver le guide, le très bon guide de la DGFP sur le recrutement, mais qui fait 260 pages. Voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu de la manière dont on a travaillé et ce qu'est ce guide aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Laure. Oui, alors dans le kit du recruteur, il y avait donc ce vademecum. Et puis, il y avait également des ressources, cette fois-ci, pour rendre lisibles et visibles nos offres d'emploi. Je vais vous partager un document pour expliquer un petit peu quelle était notre démarche par rapport à ces outils en termes de lisibilité et de visibilité de nos offres d'emploi. L'objectif, c'était de proposer des outils simples et toujours synthétiques, à la fois pour les managers et pour les équipes RH, donc toutes les personnes qui, à un moment donné, peuvent entrer dans le processus de recrutement et faciliter la rédaction de l'offre d'emploi et surtout en finir avec la publication des fiches de poste. Alors, tout simplement parce que pour les informations qui sont affichées à l'écran, ce sont 2 documents qui sont différents et qui ont vraiment un usage distinct. La fiche de poste, c'est un document qui est vraiment interne et qui va décrire le poste tel qu'il est occupé à l'instant où on rédige le document. Donc, c'est un support qui peut être utilisé dans des dispositifs de GPEC, qui peut être également utilisé dans une action de management, par exemple, être le support de l'entretien professionnel ou d'autres actions de ce type-là. Donc, c'est vraiment un usage interne aux acteurs internes à l'organisation. L'offre d'emploi, elle a, un objectif de communication externe. L'objectif est vraiment cette fois d'attirer des candidats là où la fiche de poste se contente de décrire le poste tel qu'il est exercé à l'instant T. Et du coup, les cibles potentielles de ces 2 documents ne sont pas les mêmes. La fiche de poste va être utile au RH, au manager et à l'agent qui occupe le poste qui est décrit, alors que l'offre d'emploi, elle, n'a vocation à s'adresser qu'à des candidats potentiels. Et donc, pour ces raisons-là, le contenu va être différent. Puisque les objectifs et les cibles sont différents, on va adapter le contenu des documents. Et donc, il est tout à fait possible que dans l'offre d'emploi, on trouve des rubriques qu'on ne trouvera pas dans la fiche de poste. Alors, des rubriques d'une part, et puis une façon de s'exprimer également. Par exemple, on va trouver dans l'offre d'emploi un descriptif du profil qui est recherché, du profil attendu, alors que dans la fiche de poste, on va retrouver les missions qui sont exercées telles que l'agent qui est en poste aujourd'hui les exerce. Mais peut-être que demain, pour remplacer cette personne qui quitte son poste, on va avoir besoin de réinventer la façon dont les missions vont être exercées et donc on va rechercher peut-être un profil qui va être différent et donc il est important de re-questionner cette notion-là pour la présenter de façon différente dans l'offre d'emploi. De la même façon, l'offre d'emploi va donner des informations relatives à la marque employeur, à la promesse employeur,
qu'on va retrouver dans les ressources du kit. Et en dernier lieu, ce qui est important également, c'est la tonalité qu'on va donner à la façon d'exprimer et de dire les choses. La fiche de poste va avoir une tonalité neutre et très descriptive, alors que dans l'offre d'emploi, on va être sur une tonalité plutôt engageante et attractive. Le vocabulaire ne va évidemment pas être le même. On va laisser tous les acronymes pour la fiche de poste. Et puis, dans l'offre d'emploi, on va utiliser un vocabulaire qui va être compréhensible de tous, pour que chacun réussisse à s'identifier au poste qui est proposé et se dire que potentiellement, ça peut être fait pour lui aussi, même s'il n'y a jamais travaillé jusqu'à présent. Et donc, dans l'offre d'emploi, du coup, on va s'adresser vraiment au candidat en disant « vous ». Alors, dans… Juste Laure, je me permets de t'interrompre. On a une question d'Alice qui nous demande dans la discussion, est-ce possible pour un candidat à une offre d'emploi de demander la fiche de poste ? Alors, il peut, il peut évidemment. La fiche de poste va être extrêmement détaillée, là où l'offre d'emploi le sera moins. Et donc, elle peut donner vraiment un détail plus important de la façon dont le poste est exercé à l'instant. Donc, il est possible de le demander et peut-être éventuellement aussi d'échanger avec le recruteur en amont du recrutement. On peut être amené à contacter également le recruteur pour en savoir un petit peu plus et c'est dans ce cadre-là qu'il peut donner plus de détails. Rien n'empêche au candidat de le demander. Après, c'est, je dirais, au recruteur de savoir s'il souhaite présenter ce document ou pas. Il y a des informations qui vont être différentes et donc à voir si vous souhaitez le diffuser. Il n'y a pas de règles en la matière. Peut-être qu'on peut préciser, Laure, que ce qui, en général, est déversé dans choisir le service public, c'est plutôt la fiche de poste aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est un document administratif qui est rentré dans les SIRH ministériels et qui automatiquement est déversé dans l'offre de choisir le service public. Et qu'en fait, ton propos était effectivement de bien discerner la fiche de poste, qui est un document administratif, j'allais dire presque RH, et l'offre d'emploi qui va être plutôt, comme tu l'as dit, un document de promotion du poste avec des fils qui vont être tirés et que tu vas présenter après et qui a plutôt, j'allais dire, valeur à être un vecteur de publicité en fait du poste. Donc voilà, la distinction est assez… pour autant, sur le fond, c'est la même chose, mais présenté différemment dans l'absolu. Alors, le premier document qu'on va avoir pour rédiger l'offre d'emploi, une offre d'emploi attractive, ça va être celui-ci. Donc, 9 conseils à suivre et 9 erreurs à éviter. On a essayé ici de synthétiser vraiment ce qui nous semblait être le plus essentiel avant de se lancer dans la rédaction de l'offre d'emploi. Évidemment, il peut y avoir d'autres choses. Notre objectif, c'était de la même façon que pour le Vademecum, d'être sur quelque chose d'assez synthétique, facilement accessible, de présenter le plus important. Et puis, dans la deuxième page de ce document-là, si vous souhaitez aller plus loin, il y a des renvois vers d'autres ressources. Il y a même des paroles de candidats qu'on a pu extraire et qui témoignent de la difficulté qu'ils ont pu avoir à la lecture de certaines offres d'emploi, à se projeter en tant que candidat parce qu'ils n'avaient pas le sentiment que l'offre leur correspondait au regard de ce qui était décrit. Donc ça, c'est le premier document. Il y en a un second qui est, on l'a évoqué rapidement, la promesse employeur. Donc là, il s'agit d'expliquer tout ce qui va être mis en œuvre au sein de l'organisation pour donner envie de venir travailler chez vous et d'y rester. Et on va être vraiment là sur des informations autres que le descriptif du poste et des missions qui vont être confiées. Là, on va être vraiment sur tout l'environnement professionnel, votre plus-value à vous en tant qu'employeur, à poste identique. Pourquoi est-ce que ce candidat aurait un intérêt à venir travailler chez vous plutôt que chez le voisin? Qu'est-ce que vous lui proposez? Qu'est-ce qu'il va faire qui va se sentir bien et dans l'organisation, et dans le service, et dans son environnement géographique. Donc, on a mis ici des exemples de ce que peut
recouvrir la promesse employeur. Il peut y avoir d'autres choses, évidemment. L'idée, c'est simplement de penser à expliquer au candidat qu'il peut avoir intérêt à venir travailler chez vous au-delà des missions qui vont lui être confiées. Un troisième document sera ce qu'on a appelé les rubriques de l'offre d'emploi. Alors là, vous n'y voyez pas grand-chose, mais ce n'est pas bien grave. Vous irez télécharger le support. Dans ce document, on a essayé de recenser toutes les rubriques possibles de l'offre d'emploi. Il ne s'agit pas, notre idée ne consiste pas à dire qu'il faut qu'on les retrouve toutes systématiquement, mais simplement pour vous donner des idées, ou donner aux managers qui vont rédiger leurs offres, donner des idées de ce qu'on peut y trouver dans cette offre d'emploi. Pour chacune des rubriques, on va trouver des exemples d'intitulés qui peuvent être un peu différents de ce qu'on trouve dans une fiche de poste classique, qui ont pour objectif de donner envie d'aller lire le contenu. On va trouver des informations sur le contenu de ces rubriques, ce qu'on peut y trouver, la façon dont on peut rédiger les choses, des formulations, des exemples de formulations un peu attrayantes, qui seront évidemment différentes de la fiche de poste. Et c'est là où on va vraiment s'adresser aux candidats. Pour la rédaction de chacune d'entre elles, il faut vraiment se mettre dans l'idée qu'on va s'adresser aux candidats. Et donc, on va trouver des rubriques qui vont être différentes de la fiche de poste. Pourquoi nous rejoindre, comment postuler, des éléments de rémunération, éventuellement le contact à prendre si on souhaite avoir des informations sur le recrutement, ce qui est attendu du candidat, par exemple. Et enfin, on va avoir un quatrième document qui est les canaux, enfin des exemples de canaux de diffusion de ces offres d'emploi. On peut être habitué à publier uniquement nos offres sur Choisir le service public. On se rend bien compte que c'est un site, même si c'est aujourd'hui la bourse commune de l'offre d'emploi des trois versants de la fonction publique, on se rend compte qu'il n'est pas forcément toujours connu de tous les agents publics et du coup encore moins des extérieurs. Et que si on a envie d'être connu, de faire savoir qu'il y a des postes qui sont à pourvoir, eh ben, il peut parfois être utile d'envisager d'autres vecteurs de communication et de publication. Alors sous couvert que, évidemment, au sein de vos organisations, ces publications soient autorisées par votre structure sur d'autres vecteurs, mais on a listé ici donc, des sites qui sont évidemment incontournables, mais également des sites d'emploi généralistes qui vont être utilisés en dehors de la fonction publique, mais qui peuvent être vos ressources également. Des sites d'emploi plus spécialisés. Il y a certains types de métiers qui ont des sites de recrutement spécialisés et parfois il peut être intéressant d'aller publier nos offres sur ces sites spécialisés parce que les techniciens, les professionnels de ces métiers-là, ce sont des sites sur lesquels ils vont aller chercher leurs offres d'emploi. Pourquoi pas certains réseaux sociaux également. Il va y avoir également des sites régionaux de publication d'offres d'emploi. Et puis, on a listé Avez-vous pensé à ? Parce qu'il y a des organismes, des organisations, des structures, des partenaires qu'il peut être utile de mettre dans la boucle et d'informer qu'il y a ces offres qui sont à pourvoir parce qu'ils vont avoir, eux, des réseaux de candidats auxquels ils peuvent pousser les offres d'emploi que vous pourriez proposer. Donc, voilà les 4 documents du kit qui sont vraiment dédiés à la rédaction de l'offre d'emploi. Et nous avons un témoin, donc Emeline, je crois que vous, au SGCD, vous vous êtes emparé de ce sujet de l'offre d'emploi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi déjà et puis comment vous vous y êtes pris ? Oui, eh ben, on s'intéresse aux travaux de la PFRH, donc tellement qu'on a participé à certains groupes de travail. Et en parallèle de ça, donc on regardait attentivement ce qui se faisait dans les groupes de travail dont parlait Séverine tout à l'heure, mais en parallèle de ça, depuis 2023, le SGCD 44 a lancé une démarche auprès des encadrants de l'administration territoriale de l'État et au cours d'un séminaire il y a 2 ans de ça, le sujet de l'attractivité était ressorti c'était un sujet dont on entendait déjà parler
lors de différentes webconférences qui sont proposées soit dans le cadre des rencontres de la mobilité ou autres. Enfin, le sujet montait en puissance et à la fois, ça a été confirmé par les encadrants de l'ATE en Loire-Atlantique. Donc, le sujet a été pris en main, traité. On a fait des sous-groupes de travail à l'issue de ce séminaire qu'il y a eu il y a 2 ans. Et il y avait un des sous-groupes qui travaillait exclusivement sur le sujet de l'attractivité et notamment de l'offre d'emploi. Donc en fait, voilà, les travaux qu'on a menés dans ce cadre et les travaux de la PFRH se sont combinés à un moment donné et il est ressorti les outils que tu viens de présenter. Et donc, nous, on les a déclinés au niveau local pour satisfaire les besoins de nos encadrants. Et pour ça, on a proposé de faire tout simplement en fait un modèle d'offre d'emploi, un par structure servie, donc un par DDI, un pour la préfecture, un pour le SGCD, un pour le SGAR, un pour les sous-préfectures. Et donc, qui dit modèle pré-rempli, voilà, il comporte, là c'est la page 1 qu'on peut apercevoir, il comporte 5-6 rubriques. Et sur les 5-6 rubriques, le service recruteur qui se lance à créer une offre d'emploi en complément de sa fiche de poste, parce que je rejoins effectivement tout ce que tu as présenté, Laure, juste avant, le service recruteur qui se lance à rédiger une offre d'emploi n'a que deux paragraphes à renseigner, en fait. Le reste est pré-rempli, pré-mâché, enfin, on l'alerte sur ce qu'il y a à mettre à jour, en fait. Et pour avoir fait l'exercice moi-même pour des recrutements au sein de mon service, c'est très rapide à faire. Voilà, c'est très rapide à faire, si tant est qu'on a bien en tête la philosophie liée à la rédaction d'une offre d'emploi, comme tu l'expliquais. Mais c'est très facile à faire, je dirais même que c'est plaisant à faire, et ça prépare bien, si on a fait ça en amont des entretiens qu'on s'apprête à passer avec les futurs candidats, enfin les différents candidats qui vont se présenter. En fait, ça prépare bien le service recruteur à être au clair sur les principaux messages qu'il aura à faire passer ou à vérifier lors des entretiens. Et là, j'en parle vraiment en l'ayant testé moi-même pour de recrutement au sein de mon équipe, quoi. Donc voilà, donc on a créé ces modèles pré-remplis, simples à renseigner, me semble-t-il. On les a mis à disposition sur l'intranet de la préfecture et du SGCD. Et en parallèle de ça, on a en fin d'année, donc ça a été des travaux qui ont été conduits au premier semestre 2024 et au second semestre 2024, on a proposé à ces mêmes encadrants de l'environnement ATE, là, on leur a proposé une matinée, on a appelé ça un atelier pour recruter, au cours duquel on leur a présenté le modèle d'offre d'emploi, mais aussi c'est quoi une fiche de poste, enfin ce que tu viens de faire, Laure, c'est quoi une fiche de poste, c'est quoi une offre d'emploi, c'est quoi la différence, en insistant bien sur le fait que les deux sont complémentaires, les deux sont nécessaires. Ce que je dis toujours, c'est l'offre d'emploi, c'est la publicité de la fiche de poste. Donc, très important pour moi de faire les deux. Et donc, voilà, notre atelier pour recruter de fin 2024 consistait à parler de ça, à expliquer ces différences. Et il a consisté aussi à découper, en fait, aussi les différentes étapes du recrutement et à faire échanger les participants en sous-groupes les uns avec les autres autour de chacune de ces différentes étapes. Voilà. Ce que je peux dire d'autre, c'est que notamment pour le e-forum de vendredi, j'ai reçu des fiches de poste pour être injectées dans notre outil qui va servir le e-forum. Et en fait, actuellement, j'assiste un peu à un mix sur le format fiche de poste, j'assiste à un mix de offres d'emploi et fiches de poste. Donc,
à la fois, je suis contente dans un sens parce que je me dis, il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais à la fois, il faut vraiment utiliser les deux supports. Il faut vraiment séparer les deux. Donc, changer sa façon de rédiger en mode plus attractif, c'est très bien, mais dans le format offre d'emploi, pardon. Et il faut pour autant que les fiches de poste restent des fiches de poste et qu'elles soient très très bien rédigées elles aussi et assez descriptives, voilà, des futures missions. Donc, bon, voilà, c'est bien, il y a un changement qui s'opère, mais il faut vraiment utiliser les deux. Alors, Maggie dit que la première difficulté, c'est la prise de conscience des responsables métiers et recruteurs de la responsabilité de la rédaction de la fiche de poste, de l'offre d'emploi, voilà. Et du coup, c'est vrai que ce que vous proposez ici, je trouve que c'est une belle collaboration. On se rend bien compte que les managers n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer parce qu'ils ont voilà, leur métier, leur équipe à la rédaction de ce type de documents, ne sont pas forcément des professionnels de l'exercice. Et du coup, ça prémâche ce travail-là, ça permet de leur proposer un cadre qui sera déjà facilitant pour eux sur tous les aspects, en tout cas qui concernent plutôt l'aspect de RH ou de l'organisation, de sorte qu'il n'ait plus que eux à donner des éléments de qualification du poste et de ce qu'ils attendent du candidat pour occuper cette fonction-là. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Est-ce que du coup, quand vous recevez des offres, des fiches de poste, est-ce que vous renvoyez ce document-là? Est-ce que c'est vous qui prenez le contenu de la fiche de poste pour ressaisir dans ce modèle d'offre d'emploi? Comment vous procédez? C'est encore un petit peu à tâtons pour le moment? On est encore au début, donc en fait, on fait un peu de tout ça, quoi. À la fois, dès qu'on peut, on fait savoir, on fait connaître les rubriques de notre intranet dédiées à la fiche de poste et à l'offre d'emploi, et surtout à l'offre d'emploi. On fait connaître aux services recruteurs ces outils. Et puis à la fois, on se permet aussi, puisque je m'occupe du bureau de la mobilité et du recrutement, on se permet aussi de venir les voir, enfin en tout cas on propose de venir les voir pour leur expliquer, leur présenter ces outils, les engager à les utiliser et à rédiger une offre d'emploi quand c'est pas le cas. Et puis de plus en plus face à des offres qui sont injectées sur le site de France Travail. Jusqu'à présent, on injectait des fiches de poste et voilà. Et on est en train de mener un travail avec France Travail pour aller vers l'offre d'emploi. Donc, de plus en plus, côté services ressources humaines, on va être obligé de re-questionner des documents qui sont pas assez communicants. Et ensemble, on va devoir, avec les services recruteurs, on va devoir y retravailler pour présenter les choses différemment sur certains sites, quoi. Donc, on est encore au début de tout ça, mais c'est un mix de tout ce que tu me disais, Laure. Ça va se faire petit à petit. Ouais. Il y a Monsieur Kofi qui dit, si je comprends bien, l'offre d'emploi, c'est du marketing via les canaux de communication et la fiche de poste, c'est le produit à vendre lors de l'entretien. C'est ça, en fait, c'est vraiment adapter le contenu du message et la forme du message à la personne à laquelle on s'adresse et à l'objectif que l'on vise. Et Maggie, est-ce que le SRH dispose d'accès direct au réseau ou bien le service com du câble est un intermédiaire? Alors là, moi, je ne prendrai certainement pas la responsabilité de répondre. C'est vraiment à chaque organisation d'identifier ce qu'il est en droit de faire ou de ne pas faire et de reboucler avec son service com pour savoir s'il y a des possibilités effectivement de publication sur d'autres vecteurs, d'autres réseaux, notamment des réseaux sociaux, si ça peut se faire directement, de quelle façon ça se fait. Là, c'est probablement différent d'une structure à l'autre. Ouais. En tout cas, en Loire-Atlantique, on passe par le service communication. Quand on a connaissance de services recruteurs qui ont rédigé une offre d'emploi,
on passe par le service communication pour publier sur le compte LinkedIn de la préfecture. Et du coup, vous choisissez comment les offres qui vont être publiées sur le compte LinkedIn et celles qui ne le sont pas, parce que j'imagine que vous ne publiez pas toutes. Bah non, il faut qu'il y ait des offres d'emploi rédigées, on va dire, selon ce modèle que je présente. Et à la fois, des fois, on communique des fiches de poste quand même. Mais comment on choisit? Sur des postes qui ont peu de candidats pour l'instant, en fait, qui sont publiés, qui pour l'instant ont attiré très peu de candidats. Donc, on se sert des réseaux sociaux pour les faire connaître, mais on n'oublie pas ce travail de rédaction en parallèle, quoi, très important. Et peut-être en complément sur la publication des réseaux sociaux, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on voit parfois des managers ou des responsables de service qui communiquent via leur profil personnel sur LinkedIn pour promouvoir une offre d'emploi en complément de démarches plus globales qui peuvent être réalisées là via le service communication. Mais c'était simplement en complément de ce que vous avez dit, Laure et Mine. Oui, tout à fait. Il faut faire ça aussi. Et on leur dit d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je ne vois pas dans la discussion pour le moment. N'hésitez pas à les noter et puis on les prendra au fil de l'eau. Donc, merci beaucoup, Emeline. Donc là, il s'agissait de la partie du kit correspondant aux offres d'emploi. Donc, on a vu le vade-mecum au départ, les ressources pour l'offre d'emploi. Et puis, il y a également dans ce kit des documents concernant la notion d'intégration des nouveaux collaborateurs ou d'embarquement. Séverine, là, je vais te laisser en parler. Oui, alors on a eu un groupe de travail sur la question d'embarquement parce que on s'est dit l'attractivité c'est bien une fois qu'on a appâté. Il y a un vrai sujet, c'est comment on garde. On sait et on a vu pas mal de statistiques qui montrent que aujourd'hui quelqu'un qui arrive sur un poste, si dès les premières semaines il se sent pas bien, il restera pas. Voilà, ça c'est une réalité aujourd'hui, on le constate partout. Donc l'idée c'était pour le groupe de travail de se dire il faut vraiment qu'on fasse passer le message que l'embarquement et la fidélisation c'est aussi important que le sujet d'attractivité. Et à ce titre-là, on n'a pas voulu aller trop loin dans le détail de ce qu'on voulait produire. L'idée c'était vraiment de poser cette idée que l'embarquement et la fidélisation ça se construit. Et ça se prévoit, ça se prépare, un peu comme l'entretien de recrutement. Et à ce titre-là, on a construit une petite infographie qui rappelle en fait les quatre points essentiels avec des conseils pour chacun de ces étapes. Donc, le recrutement, on en a parlé juste avant, la préparation de l'arrivée, l'accueil qui est préparé, qui est professionnel et qui est vraiment sincère et outillé, et puis le suivi après. En fait, aujourd'hui, le candidat qui est recruté, il doit se sentir attendu. Et pour se sentir attendu, il y a une préparation et un suivi qui est indispensable. Donc, on a réalisé cette petite infographie et puis un petit fichier Excel qui permet en fait de mettre les dates qui correspondent à sa propre structure de manière à essayer d'être un petit peu d'anticiper. Et en fait, nous, notre volonté, c'était de se dire, alors je rappelle que ce sont des travaux interministériels, voilà, donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose qu'on ait posé et qui soit valable pour tout le monde. Et l'idée, c'était de dire après, à chaque structure de s'en emparer ou à chaque manager de s'en emparer pour ce qui le concerne, pour le décliner au regard de son propre avancement de réflexion sur le sujet ou de délais ou de spécificités qui sont propres à la structure. Et du coup, je vais passer la parole à Maude, Maude Lechat en DDT 53, puisque la direction départementale des territoires de la Mayenne a bien travaillé, beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, je vais laisser Maude effectivement nous parler de sa frise d'intégration, puisqu'il s'agit en fait d'un document que vous avez réalisé. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est née cette idée de construire une frise d'intégration du nouveau collaborateur?
Oui, bonjour à tous. Alors en fait, cette idée, elle est venue quand on a préparé notre forum des cadres 2023. Alors en fait, chaque année, la DDT organise un forum des cadres. C'est un moment fort en fait de management de la structure. Et donc on cherchait des idées. Et en 2023, le sujet de l'accueil des nouveaux collaborateurs est très vite venu en fait comme étant une priorité. Alors, ce sujet a toujours été un point d'attention en DDT de la Mayenne. On a ça dans l'ADN de la DDT. Et on a déjà quelques outils comme par exemple le plan de professionnalisation, le rapport d'étonnement. Mais en fait, on voulait aller plus loin parce qu'en fait, on s'est rendu compte que depuis 2, 3, 4 ans, mais tu l'as bien souligné, Séverine, en fait, les profils recrutés sont différents. Et donc, on voyait bien qu'en fait, le contexte avait bougé et que derrière, il fallait qu'on aille plus loin que ce qu'on avait déjà comme outil en fait en DDT de la Mayenne. Et donc, l'objectif de ce forum des cadres que la PFRH nous a aidé à organiser, et un grand merci pour cette préparation et cet accompagnement. En fait, l'objectif était double. D'abord, c'était de profiter finalement de la construction des différentes étapes de ce qu'on pouvait voir dans l'accueil d'un nouveau collaborateur pour que les cadres échangent entre eux, à la fois sur leurs bonnes pratiques, sur leurs besoins éventuels et puis sur leurs difficultés, parce que finalement, c'est un exercice qui n'est pas toujours, qui n'est pas toujours très, très simple. Et le deuxième objectif, c'était de capitaliser en fait le matériau qu'on a pu échanger pour construire alors une frise. Alors c'est un pense-bête ou un pas à pas en fait, pour que chaque manager, quand il a besoin de recruter, en fait, se pose les bonnes questions et une sorte de petit pense-bête. Et l'idée, c'était pour tous les cadres et notamment les managers qui recrutent pas souvent en fait, parce que même si on recrute beaucoup en DDT 53, pour autant, chaque unité ne recrute pas tous les jours. Et donc, en fait, c'est presque un nouveau métier à chaque recrutement pour les cadres qui ne recrutent pas régulièrement, en fait. Et du coup, finalement, ce travail que vous avez fait, comment vous l'articulez avec le vadémécum du recruteur, par exemple, où on va retrouver pas mal d'informations? Alors en fait, et ça je pourrais l'expliquer après sur comment on a organisé la frise, en fait ça s'articule bien avec les outils de la PFRH. L'idée c'était un peu comme tu l'as exprimé en début de webinaire, Séverine, c'était un peu de territorialiser ou de décliner finalement l'outil très pratique, parce qu'il y a vraiment tout dedans, et de se dire comment nous on se l'approprie en DDT de la Mayenne et quelles sont nos spécificités, puisqu'en fait chaque structure a un petit peu ce mode de fonctionnement. Donc en fait c'est une déclinaison très pratico-pratique de ce que vous avez déjà proposé au niveau régional. Et d'ailleurs, on en fait référence dans les outils disponibles pour le cadre, peut aller plus en détail dans le vadémécum pour approfondir sa démarche s'il en a besoin. Et du coup, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette frise finalement Donc la frise, elle est affichée là, c'est pour vous montrer un petit peu quelle tête est là. Alors il y a eu 4 grands principes à peu près suivis pour la construire. La première, c'est qu'elle embrasse très largement en fait la notion d'intégration. Et ça a déjà été exprimé dans les échanges. L'idée, c'est pas simplement de se dire j'accueille un nouveau collaborateur et tout se passe le jour J. En fait, il se passe plein de choses avant et il se passe plein de choses après. Et en fait, chaque étape a son importance pour vraiment inscrire l'intégration du nouveau collaborateur sur le long terme. Donc, on y trouve 5 étapes. Alors, c'est un choix qu'on a fait, donc ça colle à peu près au vadémécum. Donc, on a déjà la phase de préparation. Donc, en fait, on commence au moment où on se dit, il y a un collègue qui part, où en fait, on va créer un nouveau poste. Donc ça, c'est vraiment le départ. Et donc, on se dit, il faut qu'on prépare, en fait, finalement, soit le départ, soit le recrutement quand on a une création de poste. Et donc, on a la première phase de préparation de la passation et du départ, parce qu'il y a une notion aussi de passation, donc de continuité de service sur des fiches procédures, pour qu'en fait, le nouveau collègue, quand il arrive, il débarque pas. Et il se dit, j'ai déjà du matériau, en fait, pour m'aider à prendre mon poste. Ensuite, on a bien sûr la phase de recrutement avec tous ces enjeux, que ce soit offre d'emploi, comment je mène un entretien, comment je sélectionne derrière. Il y a bien sûr l'accueil du jour J, ça c'est inévitable et c'est une étape très importante, mais qui est précédée d'une préparation, parce qu'en fait, il faut quand même qu'on s'assure qu'on a commandé le bon matériel informatique, voilà, tous ces petits sujets qui paraissent anodins, mais qui sont franchement importants pour vraiment être disponible le jour J pour accueillir le nouveau collaborateur. Et puis, bien sûr, une phase importante qu'on pourrait avoir tendance à oublier parce qu'on retombe dans le quotidien, qui est l'accompagnement et le suivi de la prise de poste. Alors, au-delà, en fait, des points de dossier que le nouveau collaborateur a à gérer, c'est vraiment de prendre un temps dédié pour se dire, voilà, tu es arrivé il y a tant de temps, comment ça se passe, est-ce que tu as des questions? Et vraiment de déconnecter ça des points de dossier classiques qui est du quotidien. Et donc, l'idée de la frise, c'était vraiment le premier principe d'embrasser très large.
Le deuxième principe, c'était finalement à chaque étape d'identifier le qui fait quoi. Alors bien sûr, ce qui relève du manager, parce qu'il a un rôle très important, mais également ce qui relève des services support. Et c'est là en fait qu'on a une sorte de déclinaison locale en fait du Vademecum. Alors bien sûr, il y a le service RH qui est un partenaire indissociable, indispensable, qui est notre nounou du quotidien en fait pour le coup quand on recrute. Et merci à eux parce que c'est du travail en fait. Et on a également à la marge le service des missions transversales. Parce qu'en fait, en DDT, on organise des tours de service, par exemple, on organise des présentations en CODIR. Et là, c'est plutôt le volet service mission transversale. Donc, au travers de ce deuxième principe, l'idée, c'est vraiment de se dire, on est clair avec le qui fait quoi. Et d'ailleurs, ça a été l'opportunité de se reposer des questions sur des petites choses qui quelquefois grippaient un peu. Et en fait, ça a été l'opportunité de se reposer les bonnes questions. Sur le troisième principe, l'idée, c'était de fournir vraiment des outils pour le cadre. Donc, en fait, on trouve 3 types d'informations. Dans la frise, on a bien sûr ce que le manager il a à faire, ou le SGC ou le service mission transversale. Les outils qui sont à leur disposition, donc en fait, c'est le petit symbole outil en bas qui a une couleur un petit peu rosée. Et donc, on y retrouve notamment le Vademecum de la PFRH, mais on peut aussi y retrouver une trame type d'offre d'emploi. Et ce qui est fait en SGC 44, je pense, on va pouvoir en échanger avec le SGC 53, mais ça donne de bonnes idées. Et puis, on a également, alors ça, c'était un gros débat, des petits points de vigilance. Alors, ça a été compliqué parce qu'on voulait en mettre beaucoup, mais on ne voulait pas sursaturer en fait le cadre. Donc, il a fallu qu'on choisisse. Mais l'idée, c'était de donner quelques petits points comme par exemple, en fait, quand on recrute quelqu'un, c'est important de prévenir le reste de l'équipe. Alors, quelquefois, on a le nez dans le guidon, puis on oublie tout juste de dire que, en fait, il y a un collègue qui va partir. Et puis, en fait, il faut qu'on prépare son remplacement. Alors, ça se sait au bout d'un moment dans les pauses café, mais en fait, c'est important que le cadre puisse le partager avec son équipe. Il y a aussi, par exemple, quand on prépare l'arrivée d'un collaborateur, anticiper les rencontres avec les partenaires. Alors, on y pense quand le collègue arrive le jour J, mais si on peut l'anticiper, il commence à voir son planning se dessiner pour les semaines à venir et il n'a pas un vide devant lui, en fait. Il y a déjà des choses de préparer. Donc, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais on a essayé de les sélectionner pour donner un peu du avoir au cadre. Alors, sur la frise, elle a été volontairement construite au format A3. On voulait un seul document unique, donc il a fallu qu'on fasse des choix, avec une possibilité d'avoir une version papier, si le cadre il veut cocher dès qu'il a fait ce qu'il avait à faire, mais également une version numérique. Comme ça, il peut cliquer pour aller vers les ressources facilement et il ne perd pas de temps à se dire mince, où est-ce qu'elle est l'offre d'emploi type, mince, où est-ce qu'il est le Vademecum de la PFRH. En fait, il n'a plus qu'à cliquer sur les ressources à sa disposition. Et puis, un quatrième principe, alors ça peut paraître peut-être anodin, mais je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est de créer aussi un espèce de collectif autour de l'accueil du nouveau collaborateur. Parce qu'en fait, ça ne concerne pas que le cadre qui va recruter, mais ça concerne toute la structure, ça concerne les RH, ça concerne les collaborateurs de proximité. Donc, c'était une manière, quelque part, d'afficher aussi qu'en fait, on est un groupe et que l'accueil du collaborateur se fait aussi de manière collective avec cette notion de bienveillance et puis de sourire dans le couloir. Voilà, c'est un moment important pour aussi la vie de la structure. Merci Maude et bravo en fait pour ce travail de déclinaison en co-construction avec les managers. Alors cette frise, elle s'intègre dans une démarche, tu l'as dit, plus globale d'accompagnement, d'appui aux managers. Vous avez d'ailleurs créé une boîte à outils du manager. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors effectivement, tu as bien fait de le ressouligner, Séverine, ça a été co-construit avec les cadres et merci à eux parce qu'en fait, ils ont cogité quand même pendant tout le forum, puis après, ils ont donné leur avis sur la frise, donc un grand merci à eux. Alors effectivement, en DDT, il y a une culture du management qui est historique en fait, où on essaie de mettre à disposition des outils aux cadres. Donc, on a notre forum annuel qui vraiment est maintenu, on essaie de le renouveler tous les ans. Et en fait, en 2023, quand on a commencé à réfléchir sur cette frise d'accueil du nouveau collaborateur, on s'est dit on va le publier sur l'intranet. Et en fait, on s'est rendu compte que notre rubrique management de l'intranet était franchement pas, folichonne. En fait, pour le coup, on s'est dit, on pourrait peut-être la reconstruire et proposer une boîte à outils pour les managers. Donc là, on est en train de l'alimenter. Donc l'idée, c'est pas d'avoir trop de ressources non plus à disposition des cadres, sinon on va les noyer, mais plutôt de s'appuyer sur les productions des forums pour aussi les valoriser et qu'il y ait une continuité dans le temps. Donc on a bien sûr la frise de l'accueil du nouveau collaborateur. On a ajouté 3 fiches thématiques qui ont été construites dans la continuité du forum de 2023. Donc, on a une cartographie du rôle des cadres. L'idée, c'était de revenir un peu sur les fondamentaux du management, ce qui est compliqué, ce qui est les points de vigilance. Donc, sous forme de cartographie, en fait, alors ça paraît simple comme ça, mais ça rappelle des petits points de vigilance. On a également construit une fiche
pour créer un système de tutorat pour les nouveaux encadrants. Alors, notamment toujours en lien avec les nouveaux profils qu'on recrute en fait dans la fonction publique. On a de plus en plus de jeunes cadres en fait, ou moins jeunes, mais qui en tous les cas sont sur leur premier poste d'encadrement, qui ne sont pas passés automatiquement par les écoles et donc qui pour le coup peuvent quelquefois sortir de master et débarquent complètement sur l'encadrement. Et donc, l'idée pour nous, c'était de se dire, en fait, c'est un moment important pour ne pas les dégoûter, en fait, du management parce qu'ils peuvent se retrouver confrontés, en fait, à des sujets compliqués. Donc, on a construit un petit système de tutorat qui s'appuie sur le supérieur hiérarchique N+1. Mais en fait, le tuteur a à sa disposition une petite boîte à outils, en fait, pour pouvoir accompagner le nouveau cadre dans cette mission de management. Et puis, on a une fiche sur les moments d'échange entre pairs en DDT parce qu'on reste persuadé que des échanges collectifs, c'est ce qui fait pas mal de choses. Alors, il y a la formation, ça ne se substitue pas à la formation. Mais en fait, échanger sur nos difficultés ou nos bonnes pratiques du quotidien, ça n'a pas de prix. Et donc, on voulait vraiment l'ancrer dans l'ADN de la DDT. Donc, on a une petite fiche qui rappelle ça. Et puis, on a publié récemment une petite fiche sur les éléments clés pour valoriser le travail des collaborateurs. C'est ce qu'on a travaillé au Forum 2024. Donc, encore une fois, la production des cadres, on l'a transformée en petite fiche pour avoir des petits points de repère sur l'importance de valoriser et comment valoriser les cadres. Et on a quelques idées à venir. Donc, on aimerait bien construire une frise des moments RH du cadre, alors en s'inspirant très, très largement d'un travail fait par le SGCD 44 qu'on trouve vraiment super, avec sur les grandes étapes, quel est le rôle du cadre au moment des promotions, de l'entretien pro et autres. Et donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre ça, mais sur un format une seule page, pour se dire, moi, je suis cadre, il faut que je me souvienne que j'ai un rôle important à jouer sur le volet RH. Donc, voilà, on a quelques idées comme ça pour nourrir cette boîte à outils du manager. Merci Maud. Je mettais un petit message à l'instant pour demander si les participants avaient des questions à te soumettre. Peut-être pendant qu'ils écrivent, on a un message de Pierre du 85 qui nous dit que l'une des difficultés, c'est qu'on peut vendre un poste en le rendant attractif, mais les agents se rendent très vite compte, peu après leur arrivée, des réalités, notamment du manque de moyens et des dysfonctionnements structurels ou conjoncturels qui dépassent la structure d'accueil. Alors oui, mais évidemment, faire une offre d'emploi, c'est pas mentir sur le produit. C'est vrai que ça nous paraît tellement évident. Évidemment, l'idée, c'est de faire la promotion de la structure, des avantages de la structure, de la manière dont l'agent pourra monter en compétence dans ce poste. Mais évidemment, l'idée n'est pas de raconter des choses que nous ne serions pas capables d'assurer au quotidien. La marque employeur, c'est ça, c'est ne pas mentir et être sincère dans ce qu'on peut apporter de positif ou de négatif. Et évidemment, lors de l'entretien d'évaluation, il faut être aussi au clair sur les choses sur lesquelles on n'a pas forcément les leviers. Voilà. Tu voulais réagir, Maud, dessus? Oui, en fait, juste pour donner une petite idée éventuellement, on a en DDT un support qui s'appelle le plan de professionnalisation, que le cadre construit avant l'arrivée du nouveau collaborateur. Et il peut être un bon support, je trouve, pour vraiment être transparent sur la réalité en fait de ce que sera le poste, pour pas que le nouveau collaborateur le prenne de plein fond quand il va être confronté à éventuellement des difficultés. Mais au travers du plan de pro, ça peut être l'occasion de dire, là, il y aura ce sujet-là, il sera peut-être un peu plus compliqué. Là, il y a ce sujet-là, mais on a ça comme outil pour qu'il se sente un peu moins seul en fait avec la réalité finalement du poste. Ok, on a Elodie de la Prep 44 qui nous dit, pour bien comprendre, le SGCD et le service RH support des administrations ATE, mais la DDT 53 s'empare des mêmes sujets pour faire un document maison pour ces cadres. Alors, oui, alors pour peut-être bien expliquer, en fait, en DDT, on n'a plus de service, support, en fait, avec la création des secrétariats généraux communs en 2021. Donc, on a bien le service RH. L'idée de la frise, c'est vraiment avoir un outil que le cadre peut utiliser au quotidien. Parce qu'en fait, dans l'accueil du nouveau collaborateur ou du recrutement, le cadre est un élément majeur, sauf qu'il est pris dans le quotidien, dans son quotidien métier, en fait, pour le coup. Les RH a bien son métier aussi, c'est lui qui prépare toute la tambouille en fait de recrutement ou le volet RH. Mais en tous les cas, le cadre, il a bien son rôle à jouer. Donc c'est pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu et qu'il ait son pas à pas en fait. Donc c'est vraiment une collaboration étroite avec le SGC où chacun a son rôle à jouer. Et donc l'idée du pas à pas, c'est vraiment aussi d'identifier quel était le rôle de chacun et qu'il n'y ait pas de quiproquo en fait sur le rôle de chacun. Et repréciser aussi que dans ce pas à pas, vous identifiez les spécificités aussi de la DDT
qui ne correspondraient pas à des spécificités d'une autre DDI. Oui, complètement. Alors, par exemple, je parlais du plan de professionnalisation du rapport d'étonnement. Alors, même si ça peut être utilisé dans d'autres structures, en fait, on l'a en DDT de la Mayenne depuis très longtemps. Donc, ça permettait aussi de ramener un peu de cohérence et de relancer une dynamique sur ces outils qui n'étaient pas utilisés par tous. Donc là, on s'est dit collectivement, il faut vraiment qu'on les utilise. On a fait un retour d'expérience. Et donc, c'était l'occasion de ramener un peu de lien avec ce qu'on faisait déjà en DDT. Alors, tu parles de retour d'expérience. On a Solène de la DIR qui nous demande si tu as des retours de tes cadres en DDT 53 sur la boîte à outils mise en place. Est-ce qu'elle est très utilisée? Est-ce qu'ils n'ont pas le temps? Enfin, est-ce que tu as des retours d'expérience des utilisateurs? Alors, la boîte à outils est toute récente, donc on va prendre ça comme excuse pour le moment, en fait, pour le coup. Et je sais que j'ai quelques collègues qui sont connectés, donc ça pourrait être elles qui pourraient témoigner. Je ne sais pas, on n'a pas encore de retour d'expérience, mais on a un atelier des cadres le 20 mai, donc on en reparlera. Il y a un forum des cadres en novembre prochain, donc c'est des sujets qu'on réabordera aussi avec eux, parce que l'idée, c'est que ça leur soit utile. Donc, on reverra avec eux si c'est suffisamment utile ou s'il faut qu'on fasse différemment. Et un dernier sujet qui nous est proposé, donc questionnement sur le tutorat. Philippe Cadiou de la PFRA qui nous dit oui, le tutorat est intéressant. Dans votre esprit, qui peut faire ce tutorat? Et on a Maggie qui a réagi sur cette question du GCD 72 qui nous dit qu'il y a un intérêt à ne pas imposer un rapport hiérarchique et qu'il faut aussi penser au mentorat qui est intéressant notamment pour les cadres. Maud, est-ce que toi, le tutorat, comment vous l'avez, vous, pensé dans votre structure? Alors, c'était un vrai sujet, en fait, parce qu'on s'était dit, c'est important qu'on accompagne les collaborateurs qui vont se retrouver nouvellement dans une position d'encadrement. Et on s'est vraiment posé cette question de se dire, est-ce que ça doit être le supérieur hiérarchique ou est-ce que ça doit être un cadre tiers? Et on a longtemps cogité et en fait, on a privilégié le rapport hiérarchique N+1, tout simplement pour éviter qu'en fait le N+1 soit aussi déconnecté finalement des problématiques du cadre qu'il a dans son équipe. Et on trouvait important, c'était pour nous un moment important pour consolider finalement le mode de fonctionnement au sein d'un service, ou au sein ou au sein de la DDT. Et donc après avoir longtemps débattu, et même avec les cadres, on a privilégié le N+1 par cohérence en fait. Très bien. Alors, sujet sur lequel on pourrait discuter longuement. On va peut-être s'arrêter là pour l'instant. Je vais passer la parole à Lise qui va nous parler de BD. Je réactive mon micro. Oui, un des sujets comme tu l'as évoqué en début de présentation, Séverine, qui a été travaillé aussi au sein des groupes de travail, ça a été le sujet du recrutement des contractuels qui a pris une certaine importance ces dernières années, notamment au sein des services de la fonction publique d'État, et sous un aspect de convergence, de nécessité de convergence des pratiques et des modalités de recrutement. Et dans le cadre de ce groupe de travail, on a voulu être attentif quand même aussi à l'expérience candidat, à ces candidats contractuels qui envisagent de candidater dans la fonction publique et puis qui intègrent ensuite la fonction publique. Donc, dans ce cadre-là, une des productions de ce groupe de travail, ça a été 2 BD pour lesquels on a eu un appui important d'un collègue de la DREAL Pays de la Loire. Donc, je vais vous afficher le premier document. Donc, un premier document pour justement les candidats contractuels qui envisagent de candidater au sein de la fonction publique. Je ne vais pas vous balayer tout le document, mais simplement vous en expliquer la philosophie. Donc, il s'agissait dans ce document de les sensibiliser et de répondre à certaines questions que de nombreuses personnes qui ne sont pas familières avec le mode de fonctionnement de l'administration puissent trouver dans ce document. Donc, voilà, vous avez le sommaire ici. Pourquoi rejoindre la fonction publique? Comment est calculée ma rémunération? Est-ce qu'il y a des compléments de rémunération, etc. Donc, vraiment, ce document, en première intention, il est à l'attention des agents contractuels ou futurs agents contractuels candidats qui envisagent de se positionner sur un poste dans l'administration. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'élaboration de ces documents que ça pouvait aussi être des documents très utiles pour les managers, parce que c'est souvent eux qui sont les premiers confrontés à ces questionnements. Donc, ils peuvent y trouver un premier niveau de réponse très succinct avant de renvoyer éventuellement vers les services RH, parce qu'on sait très bien que sur la rémunération, on touche à des sujets très sensibles et qu'il est souvent plus prudent de renvoyer vers le service RH pour plus de précision. Mais voilà, donc c'est un premier niveau de réponse
qui peut être un outil utile pour le manager, mais également pour des acteurs RH qui se rendent sur des salons de promotion de l'emploi public, etc. Donc, un petit outil qu'on vous propose, qu'on vous rappelle ici. Et puis, une deuxième BD qui, elle, est l'étape suivante. C'est, voilà, une personne a candidaté sur un poste de la fonction publique et elle a été retenue. Donc, on va un petit peu plus loin sur des sujets complémentaires puisque cette personne va devenir un agent de la fonction publique d'État. Donc là, le document est un petit peu plus long. Donc, on retrouve aussi un sommaire avec c'est quoi un contrat court, un contrat long, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même un vocabulaire un peu complexe, beaucoup de jargon sur ces sujets-là. Donc, ça permettait d'expliquer de quoi il retourne, la rémunération, de revenir aussi sur les droits et les obligations de ces agents qui intègrent la fonction publique et de présenter les choses de façon très simple, avec à chaque fois une page imagée pour faire passer quelques messages, parfois avec un ton humoristique, etc. Et puis quand même, dans ce deuxième document, la possibilité d'aller plus loin en précisant des ressources réglementaires en la matière. Donc, ce qui n'était pas le cas dans le premier document qui voulait vraiment être très synthétique. Dans celui-là, la personne, l'agent qui intègre la fonction publique et qui a envie d'aller un petit peu plus loin, il a la possibilité de le faire. Et donc, ça aussi, pour le manager, ça peut être une ressource intéressante. Voilà, donc on trouvait intéressant aussi de vous rappeler l'existence de ces deux bandes dessinées qui ont été créées aussi dans le cadre du comité des DRH de l'État. Je te repasse la main, Séverine, sauf s'il y a des questions, évidemment. Voilà, non, j'ai pas vu de questions dans le chat, mais de toute façon, on aura un petit peu de temps après pour les questions complémentaires. Alors, vous avez vu sur tous ces outils qui ont été produits par le comité des DRH de l'État. J'insiste, on dit souvent que c'est les outils de la PFRH, mais la PFRH n'a été garante que de l'animation en fait des constructeurs et de la publicité et l'ouverture après. Nous, on a deux enjeux par rapport à tout ça. Le premier, c'est que chaque service doit pouvoir se l'approprier et le décliner par rapport à ses propres spécificités. On a eu deux exemples aujourd'hui qui nous montrent que c'est possible et que ça marche. Et puis, le deuxième, c'est que chaque manager doit savoir que ces outils existent et que si lui-même veut s'engager dans une démarche en fait de professionnalisation de son action dans le cadre du recrutement, il doit pouvoir s'en emparer. Alors, on a évidemment des enjeux qui se déclinent sur la communication. On en a beaucoup parlé en atelier du comité des DRH. Comment est-ce qu'on met en ligne ces informations sur les sites intranet, les envois, les ateliers, les séminaires. En fait, c'est l'enjeu de professionnalisation, il est vraiment très important. Il va se traduire concrètement par des offres de formation sur ces sujets-là, qu'elles soient ministérielles, et elles existent, ou interministérielles. La PFRH, pendant 2 ans, ces 2 dernières années, a d'ailleurs proposé un parcours de formation qui s'appelait « Recruter et fidéliser by PFRH », où les managers intéressés pouvaient s'inscrire et qui travaillait sur 3 séquences importantes, la préparation de l'offre d'emploi, en fait la rédaction de la fiche de poste et de l'offre d'emploi, la préparation et la réalisation des entretiens et la partie embarquement fidélisation. Et outre ce qui est proposé, l'idée maintenant c'est de rentrer dans une dynamique vraiment d'appropriation par les managers et l'idée c'est qu'effectivement la PFRH soit en mesure d'accompagner les services de l'État déconcentrés sur le territoire des Pays de la Loire, sous l'autorité du préfet, de manière à ce que on puisse travailler à des formes de diffusion auprès des managers de l'ensemble de ces outils. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Et je vais donc passer la parole à Cyril Menant, qui est directeur du secrétariat général commun départemental dans la Sarthe et qui va évoquer effectivement l'intervention de la PFRH lors du dernier séminaire des cadres du périmètre ATE chez vous en fin d'année dernière, qui en fait permettait de réfléchir à une question essentielle qui était comment mieux recruter. Alors Cyril, est-ce que tu peux nous dire quels étaient les enjeux de ce séminaire d'une part et d'autre part, qu'est-ce que les outils et la PFRH ont pu t'apporter ou apporter à tes cadres dans le cadre de ce séminaire?
Merci Séverine. Donc, en fait, on avait un double enjeu qu'on a regroupé en un seul séminaire. Un premier enjeu qui sort des rencontres de l'administration territoriale de l'État, où l'ensemble des agents de l'administration territoriale de l'État ont voulu plus de transversalité, de casser un peu ce mode de fonctionnement en silo et de se dire, en fait, il y a des choses qu'on les fait tous chacun dans notre coin. Si on y réfléchissait ensemble, ça serait intéressant. Et la deuxième chose, mais ça a été dit, je crois que c'est par Maud tout à l'heure, on a des recruteurs dans tous nos services qui vont faire un recrutement par an, voire un tous les 2 ans, et qui ne sont pas habitués à recruter, et donc qui ne vont pas avoir les bons réflexes. Et on s'est dit, on va prendre tout ce monde-là et les faire travailler ensemble, mais avec un principe d'échange collectif. Et c'est là où l'appui de la PFRH était important à mon sens, et avec les outils qui ont été construits. Alors, tu as parlé, Séverine, du kit du vadémécum du recruteur, avec, je crois que c'est 8 étapes, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est 8 étapes différentes. 8 étapes, nous on avait choisi un format en 2 fois une demi-journée, on n'a pas le temps de tout faire. Et on s'est dit, quel est le chemin du recrutement? On va tracer ce chemin du recrutement en accent sur l'entretien de recrutement. Mais l'entretien de recrutement, il se prépare, et qu'est-ce qu'on en fait après? Et donc on est parti du vadémécum, donc c'est les étapes 4, 5, 6 et 7, donc préparer l'entretien, réaliser l'entretien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cet entretien? Avec une question qui peut être finale, de se dire, est-ce qu'on recrute? Et la question doit se poser. Mais plutôt que d'avoir quelque chose qui soit descendant, parce que le descendant… Cyril, on ne t'entend plus. En tout cas, moi, je ne t'entends plus. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon. Séverine, tu parlais d'embarquer les agents qui arrivent dans les services, mais il faut qu'on embarque également les recruteurs dans le recrutement, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de recruter. Et donc, plutôt que d'avoir du descendant où on leur dit voilà comment il faut faire, on s'est dit on met tout le monde ensemble, on donne les grandes lignes de travail, et puis derrière, chacun va travailler en petits groupes et va restituer. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous qui apportons les solutions. Donc, le kit de recruteur, le vadémécum, il est là pour donner des pistes, mais il n'est pas là pour dire voilà exactement ce qu'il faut faire. C'est vraiment donner des pistes et chacun a pu échanger. Et là, clairement, la PFRH nous a appuyé de façon à ce que à l'animation des groupes, à apporter parfois de l'information supplémentaire, des conseils. Et c'est tout ça qui a pu se construire. Et très clairement, on en est sorti avec chacun un petit peu grandi en s'étant enrichi de ce que les autres avaient fait. Alors, avec quelques trucs qu'on va retrouver un peu partout. Un entretien, c'est bien tout seul, c'est quand même mieux à plusieurs. Parce qu'à plusieurs, on se trompe moins. Il y a un écueil qu'on a retrouvé, mais on le voit tous, nous, en tant que recruteurs, ou sur des fonctions RH. Le recruteur, il cherche désespérément le mouton à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Il faut qu'on casse le mythe, donc on a essayé de casser le mythe et de se dire, ok, est-ce qu'un mouton à 3 pattes, je veux bien. Et tout ça, ça se fait sur ces trois étapes du recrutement. En préparant le recrutement, c'est-à-dire en préparant l'entretien, s'assurer que tout le monde va avoir un même accès à l'entretien, qu'il y ait une équité, une égalité de traitement des candidats, qu'on a bien éventuellement fait une grille de recrutement pour que le recrutement soit le plus objectif possible. On sait aussi, sur un recrutement, il y a beaucoup de subjectifs. Le candidat, il plaît ou il plaît pas, et ça reste très subjectif. Mais après, pour que le choix puisse être proposé à l'autorité hiérarchique, il faut qu'on l'ait objectivé au maximum. Et c'est tout ça qui nous a permis, sur lesquels nous avons discuté ensemble avec les collègues des 4 structures de l'administration territoriale de l'État pour essayer vraiment de voir comment on recrutait au mieux. Voilà ce que je pouvais dire assez rapidement. Je ne sais pas si ça amène quelques questions. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Voilà, si j'en ai un tout petit peu parlé. La question de savoir si on recrute ou pas à la fin. Je pense que ça arrivait à tout le monde de se dire, ok, ma liste de candidats, c'est pas top. Ah ouais, celui-là, il est bien, mais alors, ça va risque de me poser un problème au sein du collectif de travail. Très clairement, c'est des questions qui sont arrivées lors des ateliers et sur lesquelles on n'a pas de réponse
on a des éléments de réponse, on a des pistes de réflexion, mais il n'y a pas une réponse toute faite. Et ça, c'était important qu'on puisse en discuter avec l'ensemble des collègues recruteurs et de se dire, est-ce qu'à la fin, je choisis ou je choisis de ne pas choisir? Et de se dire, finalement, est-ce que parfois, il vaut mieux ne pas recruter plutôt que recruter un candidat qui risque de mettre en péril le collectif de travail? Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de l'ensemble de nos discussions. Alors peut-être parce qu'on a eu ce qu'on appelle des erreurs de casting. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et donc forcément, ça arrivait dans certaines structures de l'administration territoriale de l'État. Et certaines étaient peut-être un peu plus marquées. Et la question s'est posée. Et du coup, et c'est tout l'intérêt de ce travail collectif, c'est que chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice et dire oui, non, peut-être, voilà des réflexions à avoir. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens, c'est cette logique-là de se dire sur l'entretien de recrutement, parce que je vois une question sur l'entretien professionnel. Là, on est sur l'entretien de recrutement. Clairement, faut qu'on se pose ces questions-là. Alors, Cyril, on a une question. Ouais, merci beaucoup, Cyril. On a une question d'Alice d'après 49. Ça m'intéresse de te faire réagir là-dessus. Pour l'entretien professionnel d'un agent, il y a des règles dans la limite du nombre de personnes pouvant être présentes dans la ligne managériale. Est-ce qu'il existe des règles similaires sur le nombre de personnes présentes en tant que recruteur pour un entretien de recrutement? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il n'existe pas de règles. D'ailleurs, sur les jurys de concours, il y a plusieurs personnes face à un. Je crois que sur les entretiens recrutement d'administrateurs de l'État, c'est des jurys de 10-12 personnes face à un seul candidat. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle. Après, nous, ce qu'on a essayé de fixer, c'est en gros le recruteur en lui-même associé à quelqu'un de la RH ou à un autre collègue. C'est d'éviter l'effet nombre qui peut impressionner le candidat. C'est ce qu'on a choisi de faire pour l'instant. On a eu quelques entretiens, mais sur des postes de direction ou de chef de service où on était 3. Oui, je pense que c'est effectivement la solution la plus sage, se dire on n'est pas un parce qu'on a des biais cognitifs qui vont faire qu'on ne sera pas complètement libéré et en pleine objectivité. Par contre, on n'est pas 3 ou 4 parce que l'idée, c'est pas d'intimider le candidat, mais de rentrer dans une conversation où on va regarder si ça match entre ce que nous on recherche et ce que le candidat recherche lui. Tant sur le contenu que la projection, effectivement, c'est sans doute la question. Après, il y a d'autres options. Alors, on va pas les évoquer aujourd'hui, mais la PFRH a recruté 4 nouveaux collaborateurs en 2024. Nous, on est parti sur du recrutement collectif, où en fait, alors on était une équipe de 7 personnes à l'époque. Chaque participant de l'équipe intervient à un moment du processus de recrutement et ça donne lieu à plusieurs étapes du processus du recrutement. Mais c'est bien parce que ça nous donne potentiellement une idée de webinaire pour l'année prochaine sur le recrutement collectif qui peut en tout cas être une option, mais qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Cyril sur cette partie appui accompagnement? Ou d'une manière générale pour nos intervenants avant qu'on conclue la séquence. Voilà. Alors, je vais vous laisser le temps éventuellement de préparer vos questions pour conclure la séquence avant qu'ils nous quittent. Et je les remercie encore beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui parce que ce qui est vraiment important pour nous, comme tu le disais, Cyril, c'est pas qu'on ait du descendant, mais qu'on ait de la matière que chacun puisse s'approprier et qu'en fait, on puisse le partager. Moi, ce que je retiens aujourd'hui dans les messages qu'on voulait partager avec vous, c'était que recruter et fidéliser, ce sont des enjeux qui sont très forts aujourd'hui dans nos collectifs de travail et dont on connaît l'importance dans nos métiers, qu'on soit manager ou au service des ressources humaines, que finalement, dans ce panorama-là actuel, ce qui est très important, on l'a rappelé à plusieurs reprises, c'est le binôme qui doit exister entre service RH et manager. On voit que finalement, chacun a un rôle à jouer qui est complémentaire et qu'en fait, être en phase, c'est très important. Donc, professionnalisons-nous ensemble
sur ces sujets-là. Que des outils existent et on vous les a présentés aujourd'hui et ils vous seront diffusés, hein, on vous l'a dit dans la causerie, on vous donnera tous les liens pour aller les chercher et que l'idée c'est qu'en fait vous puissiez vous les approprier et aussi les diffuser. On compte sur vous pour que ces outils puissent être diffusés. Alors c'est pas la peine de mettre des affiches à la machine à café, hein, c'est pas du tout, on n'en est pas rendu là, ou faire les sorties des RIA. Mais si vous pouviez les partager avec vos collègues, ce serait bien parce qu'en fait l'idée c'est que le comité des DRH avait la volonté de vous outiller, donc c'est un petit peu notre ambition. Et puis, vous l'avez tous dit, on sait que ce qui est vraiment important aussi, au-delà de ça, c'est de partager les pratiques. On sent que c'est effectivement quelque chose qui fait qu'une fois qu'on a posé les choses, on évalue, on partage. Et donc, moi, je mesure effectivement le travail qui reste à faire et sur lequel peut-être on aura des choses à construire avec le comité des DRH qui va se remettre au travail puisqu'en fait l'année prochaine on va travailler à l'actualisation de la feuille de route RH avec peut-être des nouveaux enjeux ou en tout cas des nouveaux sujets sur lesquels on va mettre la priorité de la dynamique et du travail. Mais en tout cas, cette dynamique de professionnalisation de recruteurs, on sait qu'elle doit continuer. Et bien entendu, on est à votre service pour vous aider à poser en fait toute cette dynamique au sein de vos structures. Moi, je m'en arrête là. Je ne sais pas, je passe la parole à Lise, notre maîtresse de cérémonie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pas vu de questions pour l'instant. Si certains d'ailleurs préfèrent ouvrir le micro pour poser une ou deux dernières questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de nouvelles questions dans la discussion. Est-ce que nos intervenants ont envie de rajouter quelque chose pour clôturer cette séquence? Merci à la PFRH. Merci à toi, Maud. Je voulais juste insister. Vas-y, oui. Émile. Non, mais je dis pas spécialement, tout se complète et voilà. Et c'est possible. Non, moi, je voulais juste ajouter que c'est un plaisir de vous avoir accueilli en Sarthe et qu'effectivement, votre connaissance des outils qu'on a co-travaillé, et je veux vraiment insister sur ce co-développement des outils derrière a permis au DRH que je suis de me l'approprier et votre connaissance fine de ces outils et des process à l'ensemble des agents de recruteurs de également s'approprier. Merci en tout cas à tous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci aux participants de nous avoir suivis et d'être restés fidèles sur cette séquence malgré son enregistrement. Merci à nos invités pour leur témoignage parce que sans vous, on serait rien. Voilà, hein, si on n'a pas… On est très, très attachés, nous, à la PFRH, au côté opérationnel des sujets. Merci au comité des DRH qui a vraiment œuvré et via les groupes de travail, qui a proposé des choses très concrètes. Maintenant, je compte sur vous pour la diffusion et l'appropriation de tous ces éléments. N'hésitez pas à revenir vers vous si vous-même, vous avez développé des choses dans vos structures que vous souhaiteriez partager avec les autres membres, en particulier du comité des DRH. Voilà, nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour échanger sur ces sujets. Je vous souhaite à toutes et à tous, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très agréable fin de semaine et à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.